Imagine un instant que tu découvres un manuscrit caché pendant des siècles, un texte que les puissants de ce monde se transmettent en secret, un guide qui révèle les véritables mécanismes du pouvoir, ceux dont personne n'ose parler publiquement. Ce manuscrit existe, et aujourd'hui tu vas en découvrir les secrets les plus sombres. Je suis Pensée Nue, et dans cette vidéo, je vais te révéler les 12 lois obscures du pouvoir que Machiavel lui-même aurait approuvées. Ces lois ne sont pas enseignées à l'école. Elles ne figurent dans aucun manuel de développement personnel. Pourtant, elles gouvernent les coulisses de notre monde depuis la nuit des temps. Attention, cette connaissance est dangereuse. Une fois que tu auras franchi cette porte, ton regard sur le monde ne sera plus jamais le même. Tu verras les dynamiques de pouvoir partout autour de toi, dans ton entreprise, dans tes relations, dans chaque interaction quotidienne. Peut-être que tu te demandes pourquoi je partage ça. Pourquoi révéler ces secrets que d'autres préfèrent garder cachés? Parce que le pouvoir n'appartient pas qu'à une élite. Il appartient à ceux qui comprennent ses règles. Et aujourd'hui, tu vas les comprendre. Mais avant de commencer, pose-toi cette question. Es-tu vraiment prêt à voir la réalité telle qu'elle est et non telle qu'on t'a appris à l'apercevoir? Es-tu prêt à accepter que le monde fonctionne différemment de ce qu'on te raconte depuis ton enfance? Si oui, reste jusqu'à la fin, car la 12e loi est la plus puissante de toutes. Et je te mets au défi de me dire en commentaire laquelle de ces 12 lois te choquerait le moins d'appliquer dans ta vie. Commençons par dévoiler la première loi. Et prépare-toi, car elle va remettre en question tout ce qu'on t'a dit sur la méritocratie. Loi numéro 1. Ne surpasse jamais le maître. Voici une vérité que personne ne te dira jamais au bureau. Ton patron ne veut pas que tu sois trop brillant. Oh, il dira le contraire. Il parlera de méritocratie, d'excellence, de donner le meilleur de toi-même. Il t'encouragera à te dépasser. Mais observe attentivement ce qui arrive à ceux qui brillent trop fort. Ils ne montent pas, ils disparaissent. Pourquoi? Parce que chaque personne en position de pouvoir a une insécurité fondamentale, la peur d'être dépassé. Ton supérieur a besoin de se sentir supérieur, pas seulement en titre, mais en compétence, en intelligence, en valeur. Machiavel l'avait compris il y a 5 siècles. Il conseillait de toujours laisser le prince briller plus que toi. Fais-le paraître intelligent, fais-le paraître sage. Même si c'est toi qui as eu l'idée géniale, trouve un moyen de la présenter comme si elle venait de lui, ou du moins comme si son leadership l'avait rendu possible. Tu trouves ça cynique? Peut-être, mais regarde autour de toi. Combien de génies méconnus ont été écartés parce qu'ils menaçaient l'ego de leurs supérieurs? Combien de carrières brillantes ont été brisées non par incompétence, mais par trop de compétences au mauvais moment? Laisse-moi te raconter une histoire vraie. Dans une grande entreprise technologique, il y avait un ingénieur brillant. À chaque réunion, il avait la solution. À chaque problème, il trouvait la réponse avant tout le monde. Son manager a commencé à se sentir menacé. Résultat, cet ingénieur n'a jamais été promu. Pire, il a été muté dans un département moins stratégique, officiellement pour élargir ses compétences. En réalité, pour l'éloigner du centre du pouvoir. La première loi du pouvoir est contre-intuitive. Pour monter, il faut parfois accepter de paraître descendre. Il faut savoir briller, mais jamais plus que celui qui décide de ton avenir. Écoute bien, cela ne signifie pas d'être médiocre. Cela signifie d'être stratégique dans la façon dont tu montres ton excellence. Brille dans les moments où ça sert ton supérieur. Efface-toi dans les moments où ça pourrait le menacer. C'est un jeu d'équilibriste, mais c'est le jeu que les vrais joueurs de pouvoir ont compris. Passons maintenant à la 2e loi. Et celle-ci va te déranger encore plus, parce qu'elle touche à quelque chose de sacré. L'amitié. Loi numéro 2. Ne fais jamais trop confiance à tes amis. Apprends à utiliser tes ennemis. Tes amis te trahiront. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont humains. Je sais que c'est difficile à entendre. On t'a appris que l'amitié est sacrée, que tes vrais amis seront toujours là pour toi, que tu peux leur faire confiance les yeux fermés. Mais voici la réalité. L'amitié crée des attentes, des familiarités, et la familiarité engendre le mépris. Ton ami pense te connaître. Il pense savoir ce que tu vas faire. Il devient négligent avec toi. Et dans cette négligence, naît la possibilité de la trahison. César croyait en Brutus. C'était son ami le plus proche. Regarde où ça l'a mené. Le couteau qui l'a tué portait l'empreinte de l'amitié.
Machiavel observait que les amis promus à des postes de pouvoir deviennent souvent les pires ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils pensent mériter plus que ce qu'ils reçoivent. Ils se sentent utilisés. Ils comparent ce qu'ils ont à ce que tu as. Et dans cette comparaison, le ressentiment grandit comme une tumeur silencieuse. Tu leur as donné une opportunité, ils pensent qu'ils la méritaient de toute façon. Tu les as aidés à monter, ils oublient rapidement ton rôle et se concentrent sur leur propre mérite. Tes ennemis, par contre, n'ont rien à perdre en te servant. S'ils se rallient à toi, c'est par calcul, pas par sentiment. Et le calcul est prévisible. Tu sais pourquoi ils sont là. Tu sais ce qu'ils veulent. Le sentiment, lui, est volatile et imprévisible. Napoléon était un maître de cette stratégie. Il transformait ses ennemis en alliés les plus loyaux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tout à prouver. Ils devaient constamment démontrer leur loyauté. Un ami, lui, pense que sa loyauté est acquise. Écoute, je ne te dis pas de te méfier de tout le monde. Je ne te dis pas d'être paranoïaque. Mais je te dis ceci, dans le jeu du pouvoir, garde une part de toi-même secrète, même avec tes amis les plus proches. Ne leur donne jamais tout, ne leur révèle jamais tous tes plans. Alors voici la question inconfortable que je veux que tu te poses. Dans ton cercle proche, qui attend secrètement ta chute? Qui sourit devant toi mais espère ton échec derrière ton dos? Écris en commentaire si tu as déjà vécu une trahison d'un ami proche. Je suis certain que tu n'es pas seul. La troisième loi va encore plus loin dans cette logique de dissimulation stratégique. Loi numéro 3. Cache toujours tes intentions. Le pouvoir véritable se joue dans l'ombre, pas à la lumière. Dès que tu révèles ce que tu veux vraiment, tu donnes aux autres les armes pour te détruire. Ils connaissent tes désirs, donc ils connaissent tes faiblesses, donc ils savent exactement comment te manipuler. Regarde les grands stratèges de l'histoire. Churchill, Sun Tzu, ils avançaient masqués. Leurs ennemis ne savaient jamais où ils frapperaient. Leurs alliés eux-mêmes étaient souvent dans le brouillard jusqu'au dernier moment. Pourquoi? Parce que connaître tes intentions, c'est pouvoir anticiper tes mouvements. Et celui qui anticipe tes mouvements contrôle le jeu. Je sais ce que tu penses. C'est inconfortable à entendre. On t'a appris la transparence, l'authenticité, l'honnêteté. Sois toi-même, te disent-ils. Exprime tes désirs clairement. Mais demande-toi, qui prêche ces valeurs? Ceux qui veulent que tu restes prévisible, ceux qui veulent te contrôler. Parce qu'un adversaire prévisible est un adversaire facile à battre. La vraie question n'est pas de mentir pour mentir. C'est de créer des écrans de fumée stratégiques. Donne aux gens des fausses pistes. Laisse-les croire qu'ils te comprennent. Partage des intentions de surface, des objectifs évidents. Et pendant qu'ils regardent à gauche, tu frappes à droite. Laisse-moi te donner un exemple concret. Tu veux obtenir une promotion dans ton entreprise. L'erreur serait de le dire ouvertement à tout le monde. Pourquoi? Parce que dès que c'est connu, ceux qui veulent la même position deviennent automatiquement tes adversaires. Ils vont activement travailler contre toi. La stratégie intelligente, reste discret. Travaille en coulisses, construis des alliances, accumule des victoires visibles sans révéler ton ambition ultime. Et quand le moment arrive, ta promotion semblera naturelle, évidente, alors que tu l'as construite pièce par pièce dans l'ombre. Steve Jobs était un maître absolu de cette loi. Il lançait des rumeurs contradictoires sur les produits Apple. Parfois, il niait qu'un produit était en développement alors qu'il était presque terminé. Résultat, personne ne savait jamais ce qui allait vraiment sortir. Et quand ça sortait, c'était un choc, un événement. Le monde entier en parlait. Dans ta vie, à quel moment révèles-tu trop vite tes intentions? Au travail, en amour, dans tes projets personnels. Pense à ta dernière grande ambition que tu as partagée ouvertement. Est-ce que ça t'a aidé ou est-ce que ça a créé des obstacles? La quatrième loi touche à quelque chose de encore plus subtil, le pouvoir du silence. Loi numéro 4. Dis toujours moins que nécessaire. Les mots sont des armes. Et comme toute arme, moins tu les utilises, plus ils ont d'impact quand tu les déploies. Observe les personnes puissantes lors d'une réunion. Elles parlent le moins, elles écoutent, elles laissent les autres se révéler, se disputer, s'expliquer. Et quand elles parlent enfin, chaque mot compte. Chaque phrase fait pencher la balance. Pourquoi cette stratégie est-elle si puissante? Parce que le silence crée le mystère, et le mystère crée le respect. Quand tu parles trop,
Tu donnes trop d'informations. Tu t'expliques. Et celui qui s'explique se justifie. Et celui qui se justifie perd du pouvoir. Machiavel le disait clairement. Les paroles d'un homme puissant sont rares et donc précieuses. Les paroles d'un homme faible sont abondantes et donc sans valeur. C'est la loi de l'offre et de la demande appliquée à la communication. Pense aux figures qui t'impressionnent vraiment. Sont-elles bavardes? Non. Elles sont économes de leurs mots. Chaque phrase est calculée. Chaque silence est stratégique. Elles ne remplissent jamais les blancs de la conversation par nervosité. Il y a quelque chose de fascinant qui se passe quand tu parles moins. Les gens commencent à projeter sur toi. Ils remplissent ton silence avec leurs propres interprétations. Et souvent, ces interprétations te rendent plus puissant, plus intelligent, plus mystérieux que tu ne l'es vraiment. Le silence te donne aussi un autre avantage énorme. Tu apprends. Pendant que les autres parlent, tu collectes des informations. Tu observes. Tu notes leurs faiblesses, leurs peurs, leurs désirs. Et toutes ces informations deviennent des leviers que tu peux utiliser plus tard. Laisse-moi te donner un exercice pratique. Lors de ta prochaine réunion importante, parle 2 fois moins que d'habitude. Résiste à l'envie de donner ton opinion à chaque instant. Laisse les silences s'installer. Observe ce qui se passe. Tu vas remarquer quelque chose d'étrange. Les gens vont commencer à te regarder différemment. Ils vont attendre ton avis avec plus d'attention. Quand tu parleras enfin, ils écouteront vraiment. Tes mots auront soudainement plus de poids. Il y a aussi un piège psychologique puissant dans le silence. Il met les autres mal à l'aise. Et quand les gens sont mal à l'aise, ils parlent. Ils se révèlent. Ils disent des choses qu'ils n'avaient pas prévu de dire, juste pour remplir le vide. Tu deviens alors celui qui sait, pas celui qui montre qu'il sait. Et c'est une position de pouvoir incroyable. Le pouvoir n'est pas dans ce que tu dis. Il est dans ce que tu ne dis pas, dans ce que tu laisses deviner, dans ce que tu suggères, sans jamais l'affirmer complètement. La 5e loi concerne quelque chose que tout le monde cherche, mais que presque personne ne sait vraiment protéger. Ta réputation. Loi numéro 5. Protège ta réputation à tout prix. Ta réputation est ton château. Une fois qu'elle tombe, tout s'effondre avec elle. Tout. Regarde comment tombent les puissants dans notre ère numérique, pas par manque de compétences, pas par manque d'argent ou de ressources, mais par un scandale, une rumeur, un tweet mal interprété, une vidéo sortie de son contexte. Ta réputation est plus fragile que du verre et plus précieuse que l'or. Parce que tout le reste peut se reconstruire. Tu peux perdre ton argent et le regagner. Tu peux perdre ton travail et en trouver un autre. Mais une réputation détruite te suit comme ton ombre. Elle te précède dans chaque pièce où tu entres. Machiavel conseillait de traiter ta réputation comme ta possession la plus précieuse. Plus que l'or, plus que le territoire. Pourquoi? Parce que ta réputation est la base de tout ton pouvoir social. Il y a 3 aspects cruciaux à cette loi que tu dois absolument comprendre. Premier aspect, construis ta réputation sur une qualité distinctive. Tu ne peux pas être connu pour tout. Choisis un pilier. Sois connu pour quelque chose de précis. L'excellence dans un domaine spécifique. La fiabilité absolue. L'innovation, le courage, la discrétion. Pas 10 qualités à la fois. Un seul pilier solide vaut mieux que 10 piliers fragiles. Quand les gens pensent à toi, ils doivent immédiatement associer ton nom à cette qualité. C'est ta marque. C'est ton pouvoir. Deuxième aspect. Anticipe les attaques. Parce qu'elles viendront. C'est garanti. Quand tu montes, il y aura toujours quelqu'un pour vouloir te faire tomber. La jalousie. La compétition. Le simple plaisir de détruire ce qui est élevé. Alors construis des défenses avant que les attaques n'arrivent. Documente tes succès. Cultive des témoins de ton intégrité. Garde des preuves. Et surtout, ne laisse jamais une attaque sans réponse appropriée. Une petite fissure ignorée dans ta réputation peut devenir un gouffre qui t'engloutit. Traite chaque attaque avec le sérieux qu'elle mérite, ni plus, ni moins. Troisième aspect, sois irréprochable dans les petites choses. Ta réputation ne se construit pas dans les grands moments. Elle se construit dans 1000 petites interactions quotidiennes. La façon dont tu traites le serveur au restaurant. La façon dont tu parles de quelqu'un qui n'est pas dans la pièce. La façon dont tu tiens tes promesses, même les petites. Les gens jugent ton caractère sur ces détails. Et ces jugements s'accumulent pour former ta réputation. Pense à ta propre réputation maintenant. Sur quoi repose-t-elle vraiment?
Est-elle solide ou pourrait-elle être ébranlée par une seule rumeur bien placée? Si quelqu'un voulait te détruire socialement, qu'utiliserait-il contre toi? Ces questions sont inconfortables, mais elles sont nécessaires. Parce que si tu n'identifies pas tes vulnérabilités, quelqu'un d'autre le fera, et il les utilisera. La 6e loi va te montrer comment attirer l'attention dont tu as besoin pour protéger et amplifier cette réputation. Loi numéro 6. Attire l'attention à tout prix. Dans un monde saturé d'informations, l'invisibilité est une forme de mort sociale. Peu importe ta compétence, peu importe ta valeur réelle, si personne ne te voit, tu n'existes pas dans le jeu du pouvoir. C'est brutal, mais c'est vrai. Machiavel l'avait compris bien avant l'ère des réseaux sociaux. Les princes qui restaient dans l'ombre se faisaient oublier. Et être oublié, dans le jeu du pouvoir, c'est être remplacé. C'est disparaître sans laisser de traces. Mais attention, et écoute-moi bien sur ce point, il ne s'agit pas de chercher l'attention pour l'attention. Il ne s'agit pas de devenir un clown qui fait n'importe quoi pour être remarqué. Il s'agit de créer un spectacle autour de ce que tu fais, de rendre chaque action mémorable, de transformer l'ordinaire en extraordinaire. Regarde les grands leaders de l'histoire. Ils ne font pas que diriger, ils performent. Chaque apparition publique est chorégraphiée, chaque déclaration est un événement. Ils comprennent que le leadership n'est pas juste une fonction, c'est un spectacle. Prenons l'exemple d'Elon Musk aujourd'hui. Controversé? Absolument. Critiqué? En permanence. Mais invisible? Jamais. Et c'est exactement le point. Il comprend une vérité fondamentale que beaucoup refusent d'accepter. Dans le jeu du pouvoir moderne, mieux vaut être critiqué qu'ignoré. La critique signifie que tu es pertinent. L'indifférence signifie que tu n'existes pas. Il y a plusieurs stratégies pour attirer l'attention. Et tu dois trouver celle qui correspond à ta personnalité et à tes objectifs. Le scandale contrôlé. Certains utilisent la controverse pour rester au centre de l'attention. C'est risqué, mais puissant. Le mystère. D'autres créent une aura énigmatique autour d'eux. Ils ne se révèlent jamais complètement, ce qui fascine les gens. L'excellence visible. C'est la stratégie la plus sûre. Sois si bon dans ce que tu fais qu'on ne peut pas t'ignorer. Mais attention, être excellent dans l'ombre ne sert à rien. Ton excellence doit être vue, partagée, célébrée. L'audace spectaculaire. Fais ce que les autres n'osent pas faire. Prends des risques visibles. Les gens adorent l'audace. Quelle que soit la stratégie que tu choisis, ne commets pas l'erreur fatale de rester dans l'ombre en espérant qu'on te découvre. Parce que voici la dure vérité que personne ne veut te dire. Le talent caché reste caché. Personne ne cherche les génies invisibles. Le monde célèbre ceux qui se montrent, pas ceux qui attendent d'être découverts. Tu as peut-être été élevé avec l'idée que la modestie est une vertu, que le travail parle de lui-même, que si tu es vraiment bon, on te remarquera automatiquement. C'est un mensonge confortable. La vérité est que le travail ne parle jamais de lui-même. C'est toi qui dois en parler. C'est toi qui dois le montrer. C'est toi qui dois le mettre en lumière. Alors dis-moi en commentaire, quel est ton plus grand frein pour te rendre visible? La peur du jugement? La modestie qu'on t'a inculquée? L'incertitude sur ta valeur? Identifie-le. Parce que ce frein est la seule chose qui se dresse entre toi et le pouvoir que tu mérites. La 7e loi va te donner un levier de pouvoir que tu n'as probablement jamais considéré de cette façon. Loi numéro 7. Fais faire le travail par les autres, mais prends-en le crédit. Cette loi va choquer certains d'entre vous. Je le sais, mais reste avec moi, parce que c'est pourtant ainsi que fonctionne le monde, que ça te plaise ou non. Regarde n'importe quelle grande entreprise. Le PDG reçoit tous les lauriers. On célèbre son génie, on admire sa vision. Mais qui fait vraiment le travail au quotidien? Des centaines, parfois des milliers de personnes invisibles. Est-ce injuste? Peut-être, mais c'est la réalité structurelle du pouvoir. Machiavel n'inventait pas cette règle, il l'observait simplement. Les princes qui réussissaient n'étaient jamais ceux qui travaillaient le plus dur. C'étaient ceux qui savaient orchestrer le travail des autres, ceux qui comprenaient que leur rôle n'était pas d'exécuter, mais de diriger. Voici la nuance cruciale que beaucoup manquent. Il ne s'agit pas de voler lâchement le crédit du travail des autres. Il s'agit de comprendre comment fonctionne la visibilité et la reconnaissance dans toute structure hiérarchique. Celui qui est visible
reçois la reconnaissance. Point final. Ce n'est pas une question de justice, c'est une question de mécanique sociale. Ton rôle, si tu veux du pouvoir, est de devenir cette personne visible, de te positionner comme le cerveau derrière l'opération, même si ce sont les mains des autres qui exécutent. Cela signifie quoi concrètement? Cela signifie apprendre à déléguer intelligemment. Pas pour être paresseux, mais pour multiplier ton impact. Tu ne peux pas tout faire toi-même, et si tu essaies, tu resteras petit. Cela signifie construire une équipe. Entoure-toi de gens compétents, plus compétents que toi dans leur domaine spécifique, et laisse-les briller dans l'exécution pendant que tu brilles dans la vision. Cela signifie te positionner comme le catalyseur. Oui, d'autres font le travail, mais c'est ta vision qui le guide. C'est ta stratégie qui le structure. C'est ton leadership qui le rend possible. Thomas Edison n'a pas inventé l'ampoule seul. Il avait toute une équipe de chercheurs et d'ingénieurs. Mais c'est son nom qu'on retient. Pourquoi? Parce qu'il s'est positionné comme le visionnaire, comme celui qui rendait tout possible. Steve Jobs ne codait pas, il ne dessinait pas les circuits, mais c'est lui qu'on célèbre comme un génie, parce qu'il orchestrait le génie des autres. Écoute, beaucoup vont critiquer cette loi comme immorale, comme exploitative, et peut-être qu'ils ont raison d'un point de vue éthique idéaliste. Mais demande-toi honnêtement, préfères-tu avoir raison ou avoir du pouvoir? Parce que les deux ne vont pas toujours ensemble. Tu peux rester dans l'ombre avec tes principes, exécutant brillamment le travail, pendant qu'un autre récolte les fruits. Ou tu peux comprendre les règles du jeu et apprendre à les jouer. La 8e loi concerne quelque chose de psychologique. Et c'est là que ça devient vraiment sombre, parce qu'on entre dans la manipulation pure. Loi numéro 8. Fais venir les gens à toi. Utilise-la pas, si nécessaire. Celui qui se déplace perd le contrôle. Celui qui attend sur son terrain le conserve. C'est une règle immuable du pouvoir. Pourquoi cette dynamique est-elle si importante? Parce que quand tu vas vers quelqu'un, tu montres le besoin, tu montres la dépendance, tu révèles que tu veux quelque chose. Et dans le jeu du pouvoir, celui qui veut est toujours en position de faiblesse face à celui qui possède. Machiavel conseillait de créer les conditions pour que les autres viennent à toi. Comment? En créant quelque chose qu'ils veulent, en possédant ce qu'ils désirent, en devenant indispensable à leurs objectifs. C'est le principe ancestral de l'appât. Tu laisses entrevoir une opportunité, un avantage, une solution à leurs problèmes, et tu attendes, patiemment, sans montrer d'empressement. Quand ils viennent finalement à toi, tout change. Tu contrôles l'environnement de la rencontre, tu contrôles le timing de la négociation, tu contrôles les termes de l'échange. Tu es en position de force. Regarde comment fonctionnent les grandes entreprises technologiques aujourd'hui. Apple ne court pas après toi pour te vendre ses produits. C'est toi qui fais la queue devant leur magasin. Ils ont créé un désir si puissant que les clients viennent naturellement, désespérément même. Netflix ne te supplie pas de t'abonner. Ils créent du contenu si désirable, si addictif, que tu viens à eux. Tu cherches activement comment obtenir leur service. Dans les relations professionnelles, c'est la même logique. Si tu cours constamment après les clients, après les partenaires, après les opportunités, tu te dévalues. Tu montres que tu as besoin d'eux plus qu'ils n'ont besoin de toi. La stratégie inverse est infiniment plus puissante. Deviens si bon, si précieux, si unique dans ce que tu offres que les gens te cherchent, qu'ils te sollicitent, qu'ils viennent à toi avec leurs besoins. Comment créer cet effet magnétique? Premièrement, développe une expertise rare, quelque chose que peu de gens maîtrisent, quelque chose dont les gens ont besoin mais qu'ils ne peuvent pas facilement trouver ailleurs. Deuxièmement, crée de la rareté perçue. Ne sois pas disponible pour tout le monde tout le temps. Ton temps doit être précieux. Quand les gens doivent t'attendre pour t'avoir, ta valeur monte. Troisièmement, montre des résultats spectaculaires. Rien n'attire plus que le succès visible. Les gens veulent naturellement s'associer aux gagnants. Dans tes négociations personnelles, à quel moment cours-tu après les gens? Après ton patron pour une promotion? Après des clients pour des contrats? Après des partenaires amoureux? Et qu'est-ce que cela dit de ta position de pouvoir dans ces relations? Essaye cette expérience. La prochaine fois que tu veux quelque chose de quelqu'un, ne le demande pas directement. Crée plutôt une situation où ils voudront te le donner. Ou venir vers toi sera dans leur intérêt. C'est subtil, c'est manipulateur, mais c'est incroyablement efficace.
La 9e loi est peut-être la plus difficile à accepter émotionnellement, surtout dans notre culture qui valorise tant la communication. Loi numéro 9. Gagne par tes actions, jamais par tes arguments. Les mots convainquent l'esprit, peut-être. Les actions convainquent le cœur, toujours. Et c'est le cœur qui décide au final, pas l'esprit. Tu peux avoir le meilleur argument du monde. Tu peux être logiquement irréprochable. Tu peux aligner tous les faits de ton côté. Mais si tes actions ne suivent pas, personne ne te croira vraiment. Pire encore, argumenter crée automatiquement de la résistance. C'est un mécanisme psychologique fondamental. Quand tu essaies de convaincre quelqu'un par la parole, par le débat, tu actives leur mécanisme de défense naturel. Leur esprit cherche instinctivement des failles dans ton raisonnement. Ils se braquent. Ils construisent des contre-arguments mentalement, même pendant que tu parles. C'est épuisant et souvent contre-productif. Mais quand tu démontres par l'action, il n'y a rien à réfuter. Les faits sont là, tangibles, indéniables. Ils parlent d'eux-mêmes avec une puissance que les mots ne pourront jamais égaler. Machiavel l'avait observé chez les grands conquérants de son époque. Ils ne débattaient pas de leur droit à gouverner. Ils gouvernaient. Ils ne prouvaient pas leur force par des discours. Ils la démontraient sur le champ de bataille. Et leurs actions parlaient si fort que les mots devenaient superflus. Pense à Gandhi. Comment a-t-il convaincu l'Empire britannique de quitter l'Inde? Pas par des arguments brillants dans des débats, mais par des actions symboliques si puissantes qu'elles ont changé l'opinion mondiale. La marche du sel, le jeûne, des actions simples mais chargées d'un pouvoir symbolique immense. Martin Luther King Jr. ne s'est pas contenté de faire des discours magnifiques. Il a marché, il a protesté, il s'est fait arrêter. Ses actions donnaient du poids à ses paroles, pas l'inverse. Dans ta vie professionnelle, combien de temps perds-tu à essayer de convaincre les sceptiques par des mots, à argumenter dans des réunions interminables, à essayer de faire comprendre ta vision par des présentations PowerPoint? Et si tu prenais plutôt ce temps pour agir, pour prouver ton point par un résultat concret? Voici un exemple concret. Tu penses qu'une nouvelle approche pourrait améliorer les ventes de ton entreprise. Tu as deux options. Option A, préparer une présentation détaillée. Argumenter point par point pourquoi ton approche est meilleure. Débattre avec ceux qui ne sont pas d'accord. Passer des semaines à convaincre verbalement. Option B, tester ton approche à petite échelle. Obtenir des résultats. Présenter ces résultats. Laisser les chiffres parler. Quelle option est la plus puissante? Toujours la deuxième. Parce que voici la vérité inconfortable. Les gens ne changent pas d'avis parce que tu as raison. Ils changent d'avis quand la réalité les force à le faire. Quand ils voient de leurs propres yeux que ça marche. Sois cette réalité. Arrête d'argumenter. Commence à démontrer. La 10e loi touche à un aspect que beaucoup ignorent complètement, et qui pourtant peut déterminer toute ta trajectoire. Loi numéro 10. Évite les malheureux et les malchanceux. Cette loi va sembler cruelle, je le sais. Mais écoute-moi jusqu'au bout avant de juger. Le malheur est contagieux. Ce n'est pas une métaphore, c'est psychologiquement et socialement réel. Quand tu passes trop de temps avec des personnes qui sont constamment dans le drame, la négativité, l'échec répété, quelque chose se transfère à toi. Leur énergie, leur mentalité, leur vision du monde. Et oui, même leur malchance apparente. Machiavel observait que les princes qui s'associaient avec des personnes en disgrâce finissaient souvent en disgrâce eux-mêmes. Pourquoi cette corrélation? D'abord, parce que la réputation est contagieuse par association. Si tu es constamment vu avec les perdants, tu deviens un perdant par association dans l'esprit des autres. C'est injuste, mais c'est ainsi que fonctionne la perception sociale. Mais il y a quelque chose de plus profond et de plus troublant. Les personnes chroniquement malheureuses ont souvent une raison structurelle à leur malheur. Des choix répétés qui les sabotent. Des patterns destructeurs qu'elles ne voient pas ou refusent de changer. Une mentalité de victime qui attire les problèmes. Et si tu t'associes trop étroitement avec elles, si tu t'investis trop dans leur sauvetage, tu risques d'être entraîné dans ces mêmes patterns. Leur chaos devient ton chaos. Leurs problèmes deviennent tes problèmes. Écoute-moi bien, cela ne signifie pas d'être sans compassion. Cela ne signifie pas d'être cruel. Tu peux avoir de l'empathie, tu peux vouloir aider, mais cela signifie de protéger ton énergie et ta trajectoire, de reconnaître que tu ne peux pas sauver tout le monde, et qu'en essayant,
tu risques de te noyer toi-même. Il y a un concept en psychologie appelé compassion-fatigue. Les gens qui passent tout leur temps à essayer de sauver les autres finissent épuisés, vidés, incapables de fonctionner eux-mêmes. Regarde ton cercle proche maintenant. Qui te tire vers le haut? Qui t'inspire? Qui te challenge à devenir meilleur? Et inversement, qui te draine constamment? Qui vient toujours avec des problèmes, mais jamais avec des solutions? Qui se plaint sans jamais agir? Cette distinction est cruciale pour ton évolution. Le pouvoir exige des choix durs. Et parfois, le choix le plus dur est de t'éloigner de ceux qui te drainent, même si tu les aimes, même si tu veux les aider, parce que tu ne peux aider personne si tu sombres toi-même. La 11e loi va te donner une stratégie de domination psychologique subtile mais dévastatrice. Loi numéro 11. Apprends à garder les gens dépendants de toi. L'indépendance des autres est la mort de ton pouvoir. Ton pouvoir sur les autres dépend directement de leurs besoins de toi. C'est mathématique. C'est pourquoi les grands stratèges ne donnent jamais tout, jamais complètement. Ils donnent juste assez pour créer la dépendance, juste assez pour qu'on revienne, mais jamais assez pour qu'on puisse se passer d'eux. Machiavel conseillait de te rendre indispensable. Mais comment crée-t-on cette indispensabilité? Possède une compétence unique que personne d'autre dans ton environnement ne maîtrise. Un savoir exclusif, un réseau que les autres n'ont pas, une ressource rare, quelque chose que toi seul peux fournir avec excellence. Le jour où ils peuvent facilement te remplacer, ton pouvoir s'évapore instantanément. Tu deviens interchangeable. Et être interchangeable, c'est n'avoir aucun pouvoir réel. Regarde comment fonctionnent les grandes entreprises technologiques. Apple crée tout un écosystème fermé. Une fois que tu es dedans, sortir devient compliqué. Tes données, tes applications, tous tes appareils qui communiquent entre eux. Tout est interconnecté de façon à créer une dépendance structurelle. C'est de la dépendance par design. Et c'est exactement ce que tu dois faire dans ta sphère d'influence. Dans ta carrière, quelle est ta valeur unique? Qu'est-ce que tu apportes que personne d'autre ne peut apporter aussi bien? Qu'est-ce qui se casserait ou fonctionnerait moins bien si tu partais demain? Si tu ne peux pas répondre clairement à ces questions, tu es en danger. Tu es remplaçable. Alors comment créer cette dépendance stratégique? Premièrement, développe une expertise technique unique. Quelque chose de complexe que peu de gens comprennent. Deviens le seul expert dans ton domaine spécifique. Deuxièmement, contrôle des relations clés. Sois le pont entre des personnes ou des départements qui ont besoin de collaborer. Deviens le connecteur indispensable. Troisièmement, détiens des informations critiques. Pas en les cachant malicieusement, mais en étant celui qui sait, qui comprend l'historique, qui voit les connexions que les autres manquent. Mais attention, et c'est crucial, il y a un équilibre délicat à maintenir. Rends-toi indispensable, mais pas menaçant. Rappelle-toi la loi numéro 1, ne surpasse jamais le maître. Tu dois être celui sans qui rien ne fonctionne bien, mais pas celui qui pourrait prendre la place du maître. C'est un jeu d'équilibriste psychologique. Tu veux qu'ils aient besoin de toi, mais tu ne veux pas qu'ils te craignent au point de vouloir te neutraliser. Et maintenant, nous arrivons à la 12e et dernière loi, celle que je t'ai promise dès le début. La plus puissante et la plus dangereuse de toutes. Loi numéro 12. Des armes et des temps, avec une honnêteté sélective et la générosité stratégique. Voici le paradoxe ultime du pouvoir. Pour manipuler avec une efficacité maximale, il faut parfois être complètement, brutalement honnête. Pourquoi cette stratégie est-elle si dévastatrice? Parce que personne ne s'attend à l'honnêteté dans le jeu du pouvoir. Tout le monde suppose que tu caches quelque chose, que tu manœuvres, que tu as un agenda secret. Alors quand tu es soudainement transparent sur quelque chose d'important, les gens sont désarmés psychologiquement. Ils baissent leur garde. Ils pensent avoir enfin percé à jour. Ils pensent que tu ne joues plus le jeu. Et c'est exactement là, dans ce moment de vulnérabilité, qu'ils croient être le tien, mais qui est en réalité le leur, que tu les tiens complètement. Machiavel lui-même pratiquait cette stratégie avec une habileté redoutable, un aveu surprenant au bon moment, un geste de générosité totalement inattendu. Cela créait de la confusion chez son adversaire. Il ne savait plus comment le lire. Toutes ses suppositions s'effondraient. La clé est la sélectivité. Tu comprends? Tu n'es pas honnête sur tout. Jamais. Tu choisis stratégiquement une vérité à révéler. Une vérité qui te sert, même en semblant te vulnérabiliser.
Par exemple, tu peux admettre ouvertement une faiblesse mineure pour cacher une faiblesse majeure. L'aveu de la petite faiblesse te fait paraître honnête et humble. Pendant ce temps, ta vraie vulnérabilité reste cachée. De même pour la générosité, un geste généreux au bon moment crée une dette psychologique profonde. Les gens se sentent automatiquement obligés de rendre l'appareil. C'est un mécanisme psychologique qu'on appelle la réciprocité, et c'est l'un des plus puissants qui existe. Mais ta générosité ne doit jamais être aléatoire, elle doit être calculée. Tu choisis à qui tu donnes, tu choisis quand, tu choisis quoi, et surtout, tu contrôles le moment et la nature de ce qu'ils te rendront en retour. Regarde les grands négociateurs internationaux. Ils savent exactement quand concéder quelque chose, non pas par faiblesse, mais parce que cette concession apparente leur rapportera quelque chose de beaucoup plus précieux plus tard. Ils donnent une bataille pour gagner la guerre. Dans tes propres négociations, personnelles ou professionnelles, pense à ça. Que pourrais-tu révéler ou donner stratégiquement pour créer l'illusion de vulnérabilité tout en renforçant ta position? C'est la forme la plus sophistiquée du pouvoir, celle qui ne ressemble pas du tout au pouvoir, celle qui se cache derrière le masque de la générosité, de la sincérité, de l'ouverture. Et c'est précisément pourquoi elle est si dangereuse. Parce que même quand tu la vois venir, même quand tu la reconnais, elle fonctionne quand même. Voilà. Les 12 lois obscures du pouvoir sont maintenant devant toi. Tu les connais maintenant, chacune d'entre elles, dans leurs détails, dans leurs nuances, dans leur brutalité. La question maintenant n'est plus « est-ce que ces lois existent ?» Elles existent, tu le sais. Tu les as probablement déjà vues en action autour de toi sans les reconnaître pour ce qu'elles étaient. La vraie question est « qu'est-ce que tu vas faire avec cette connaissance ?» Certains d'entre vous vont fermer cette vidéo et rejeter ces lois comme immorales, cyniques, machiavéliques, au sens le plus négatif du terme. C'est ton droit. Mais sache que les ignorer ne les fera pas disparaître. Elles continueront à s'appliquer autour de toi, avec ou sans ta participation consciente. D'autres vont reconnaître ces lois comme la description exacte de la réalité qu'ils observent déjà. Le monde tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Pour vous, cette vidéo est une validation, une structuration de ce que vous ressentiez déjà confusément. Et quelques-uns, une minorité, vont commencer à appliquer ces lois consciemment dès demain, avec intention, avec stratégie. Mais avant de faire quoi que ce soit, laisse-moi te rappeler quelque chose de crucial. Ces lois ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Elles sont comme la gravité, un fait de la réalité sociale. Tu peux choisir de les ignorer. Tu peux prétendre qu'elles n'existent pas, mais elles continueront à façonner le monde autour de toi. La seule vraie question est, préfères-tu subir ces lois ou les maîtriser? Préfères-tu être la pièce sur l'échiquier ou le joueur qui la déplace? Maintenant, j'ai 3 défis pour toi. Premier défi, dans les commentaires, dis-moi laquelle de ces 12 lois est la plus dangereuse, selon toi, et pourquoi. J'ai vraiment envie de savoir ce que tu en penses. Deuxième défi, laquelle de ces lois serais-tu capable d'appliquer dès aujourd'hui dans ta vie, sans jugement, juste honnêtement? Troisième défi, partage cette vidéo avec une personne qui a besoin de voir le monde tel qu'il est vraiment, pas tel qu'on lui a dit qu'il était. Cette connaissance n'est pas pour tout le monde. Mais si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as écouté ces 26 minutes jusqu'au bout, c'est probablement pour toi. Ceci était Pensée nue, où nous dévoilons ce que les autres préfèrent cacher, où nous regardons la réalité en face, même quand elle est inconfortable. Si tu veux continuer ce voyage, abonne-toi, parce que nous avons à peine gratté la surface des secrets du pouvoir. À très bientôt pour de nouvelles vérités que le monde préfère garder dans l'ombre. N'oublie pas, le pouvoir n'attend pas, il se prend.